13 décembre 2013, 13-13, à Véricelles, les Vivas, en compagnie aujourd'hui de Natacha Bezrich. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Alors ce soir, sur les planches des Vivas, un spectacle Lumière Noire qui est consacré à Léo Ferré, qui existe depuis quelque temps, depuis 2007. Oui, j'ai commencé à le tourner en 2007, la toute première. Après, il y a eu une petite période de latence parce que j'étais pas très satisfaite de la teneur de tout ça et je l'ai retravaillé. Et puis, on va dire que depuis 2009, il retourne bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites retouches? C'est par rapport à quoi? Au choix des chansons? Par rapport à ce qui se passe sur scène? L'arrangement? Alors, les arrangements, non, ils étaient impeccables, il n'y avait rien à toucher. J'ai un arrangeur qui est aussi mon pianiste, Sébastien Jodon, qui est un bonhomme extraordinaire. Non, c'était parce qu'il y avait des longueurs, il y avait des choses qui ne s'articulaient pas avec les unes avec les autres. J'ai péché par excès au départ. Je voulais chanter tant de choses de Léo et j'arrivais pas à faire un choix, judicieux. Donc j'avais un peu mis trop de chansons, je crois, et pas forcément dans le bon ordre. Et donc il a fallu réagencer, faire des choix plus construits. Donc voilà. Des renoncements. Voilà, j'ai renoncé à certaines chansons, j'en ai pris d'autres que j'avais mises de côté. Et puis finalement, je crois que là, on est arrivé à une forme, un montage de récital qui a une belle unité. Qui est-ce qui provoque ces envies de changement? C'est l'artiste lui-même en réaction du public? C'est l'artiste avec les gens les plus proches? C'est un mélange de tout ça? C'est pas tant les réactions du public, parce qu'on l'avait pas tant testé que ça face au public, cette première mouture. C'est la force du collectif, on est 4 sur scène. Et la vie de chacun compte. La vie de chacun compte et on met sur la table chacun nos impressions, on en débat. Moi, je suis vraiment pour l'action collective et je viens pas là imposer mes choix et les garçons me suivent. Non, c'est construit ensemble. Et on peut imaginer qu'il y ait d'autres petites retouches au fil du temps? Ça continue à bouger, oui. Alors, plus dans un remaniement aussi important que celui du départ, mais il y a des choses qu'on avait mis un peu de côté en se disant bon, ben ouais, on la mettra plus tard, voilà. Et puis du coup, on se dit allez, si on la mettait maintenant. Mais les choses se font quand elles doivent se faire, hein, jamais avant et jamais après. Et voilà, on est prêt là maintenant pour réintroduire des choses, pour changer d'autres. C'est bien aussi parce que du coup, c'est une des caractéristiques du spectacle vivant. Voilà, on s'ennuie pas, on joue jamais exactement 3-4 fois la même chose. On se dit tiens, ce soir si on mettait celle-ci, voilà. Mais c'est toujours d'un commun accord, c'est important ça. Alors il y a le pianiste Sébastien Jodon qui en plus a mis en place les arrangements sur scène. Oui. C'est quelqu'un qui fait pas mal de choses à côté. Il accompagne de la musique lyrique aussi, il donne des cours. Il a une formation classique, c'est un musicien issu du conservatoire, comme mes 3 musiciens d'ailleurs. Il y a un violoncelle. Un violoncelle qui est aussi issu du conservatoire. Philippe Bourlois qui est accordéoniste et qui est aussi au bandoneon. Alors on va nommer le violoncelliste aussi, Pascal Gemin. Il a un son de violoncelle fabuleux, un jeu magnifique. Voilà, je suis magnifiquement servie par 3 garçons remarquables. Et il y en a un 4e qui est toujours dans l'ombre, mais c'est l'ingénieur du son, c'est le technicien, Gilles Domat, qui accompagne, qui est toujours là. Aussi souvent que possible. Aussi souvent que possible, il connaît bien le répertoire, il nous connaît. Nous, ça nous sécurise de savoir qu'on a un ingénieur du son qui est un véritable artiste du son. Vraiment, c'est un artiste. Il a une oreille absolument fabuleuse et il est d'une constance aussi, d'une régularité au niveau de l'humeur. C'est un vrai bonheur de travailler ensemble. Donc voilà, il y a cette alchimie qui fait que je suis là avec mes 4 garçons, 3 sur scène et puis Gilles aux manettes. Et du coup, voilà, on est dans un espace extrêmement sécure et du coup, c'est bonheur, quoi. Alors j'insiste un petit peu sur le son parce que ici, les gens de Véricelles, Serge Féchet et d'autres, on constate une tendance depuis quelque temps. Cette tendance qui, paraît-il, serait du fait du technicien, de certains techniciens qui ont tendance à mettre les instruments si forts qu'ils couvrent la voix. Ah ben c'est pas le cas de Gilles, heureusement. Non. Alors moi, c'est pas quelque chose que je constate. Maintenant aussi, il y a des acoustiques de salle et de scène qui sont parfois difficiles à gérer. Hein. Mais si le technicien est l'homme de l'art, il doit pouvoir se débrouiller avec ça.
Voilà. Car c'est la voix qui est, j'allais dire, le chanson, premier instrument. Donc voilà, et le texte, pour moi, le texte est d'abord fondamental, après la voix, la musicalité, tout ça, bien sûr. Les instruments sont importants, parce que tous ces arrangements, ils habillent magnifiquement la chanson. Ils créent l'ambiance, ils créent l'écrin dans lequel la chanson va pouvoir briller. Donc c'est fondamental, ça. Mais il ne faut pas que la voix prenne le dessus, il ne faut pas non plus que les instruments recouvrent la voix. Donc mais elle est au service du texte. Tout à fait, Vous avez évoqué, il y a la voix qui est là pour dire un texte, il y a les mots. Cette histoire de voix et de mots, ce sont deux mots, j'allais dire un couple de mots qui semblent traverser au-delà de votre vie artistique, j'allais dire même votre vie personnelle. En cherchant un petit peu sur Internet à votre propos, je me suis rendu compte que cette histoire-là de mots et de voix, c'est vraiment comme un axe dans votre vie. C'est ce qui me guide. Alors, est-ce que ça vient de vos origines ? Peut-être. J'ai rajouté un troisième mot derrière, métissage. Oui, j'ai un spectacle qui s'appelle Métissage, que je décline en 11 langues différentes. Alors, oui, moi j'ai toujours été portée par les voix. D'abord parce que ma mère avait une voix sublime. C'était une petite mère au foyer, sans prétention aucune. Si ce n'est le courage d'avoir fait cet enfant, d'avoir changé de pays bien souvent. Vous situez où dans la fratrie, sans indiscrétion ? Je suis la seconde. D'accord. Je suis la seconde. Ma mère chantait magnifiquement, alors des chants d'Europe de l'Est, des chants d'Ukraine qu'elle tenait de sa famille, puis des chants berbères de Kabylie, puisqu'elle avait grandi en Kabylie et que mon père est kabyle. À la maison, on n'avait pas la télé et on n'avait pas la radio. On était dans un milieu extrêmement modeste. Mon père était maçon. Et chance ou malchance ? Non, chance, grande chance. Parce que du coup, elle avait développé cet amour de la parole. Elle nous racontait ses contes berbères de Kabylie, elle chantait magnifiquement. Elle rassemblait les enfants le soir sur un tapis en rond. Et je vous assure qu'elle nous racontait des choses fabuleuses, elle chantait merveilleusement. Elle valait toutes les télévisions du monde, toutes les radios du monde. Et à l'écouter, on était subjugués. Et elle m'a donné ce goût de la parole et des mots, et ce goût des sonorités des langues aussi. Et quand je me souviens que... Bon, après, je suis partie faire du théâtre, bref. Et au théâtre, je jouais au Centre dramatique national de Lyon avec Jacques Weber, dans la journée particulière, qui est actuellement la Maison de la Danse. Et dans la loge, comme ça, je chantais toujours pour moi, je chantais ces chants qui m'ont toujours accompagnée. Et j'avais la loge qui était à côté de celle de Weber, et il passe la tête et il me dit « Mais qu'est-ce que tu chantes là ? C'est magnifique !» Je lui dis « Tu sais, c'est des chansons, c'est pas connu, c'est du chant populaire. » Il me dit « Mais écoute, c'est vraiment beau, tu devrais en faire quelque chose, tu as une voix quand même un peu singulière. Le théâtre, c'est bien, tu es une excellente comédienne, mais des comédiennes, on appuie sur un bouton, il en tombe 20. Des chanteuses qui ont ta voix, il n'y en a pas. Tu devrais faire quelque chose. » J'ai cru qu'il plaisantait et je lui dis oui. Bon, ceci dit, Janine Berdin, ma prof de conservatoire, m'avait un peu dit la même chose. Mais je m'obstinais dans mon choix à vouloir faire du théâtre parce que j'avais jamais appris le chant. Et je ne connaissais pas la musique. Alors je ne me sentais pas légitime à chanter. Et puis, Weber, à la fin de la saison de théâtre, vient me voir et me dit « Bon, alors je t'ai mis dans la programmation pour l'année prochaine, et comme je ne sais pas ce que tu vas chanter, parce que je veux que tu chantes, j'ai appelé ça 1 heure sans savoir. » Et il me montre le programme, et je partageais la scène avec le premier spectacle avec Marthe Mercadier, je me souviens. Ouais. Et moi, j'étais là, en second, et il y avait Richard Boringer, plein de gens, comme ça, Maxime Le Forestier. Il me dit « Je t'ai mis dans cette programmation, je sais que tu t'en tireras magnifiquement. » Et là, je me suis dit, non, c'était pas une plaisanterie, c'était bien vrai. Alors, je suis vite retournée à la maison et j'ai dit à maman, il faut que tu me les fasses travailler, ces chants berbères, ces chants yiddish, ces chants grecs, ces chants andalous, ces chants... Et elle me dit, mais pourquoi ? Et je lui dis, parce que voilà, je vais les donner au théâtre, là, au théâtre du 8e. Elle a éclaté de rire en me disant, mais tu es ridicule, ma pauvre fille, ça va intéresser personne. C'est des choses qu'on chante pour nous, à la maison. Tu vas pas donner ça devant le public. Tu vas te faire moquer, c'est pas possible. Je dis, mais de toute façon, il va falloir, puisque je suis à l'affiche. Je n'ai pas le choix. Ah. Et elle m'a fait travailler. La phonétique, les rythmes. Elle connaissait pas la musique non plus. Hein. Vraiment, c'est la plus pure des traditions de la musique orale, de la tradition orale. Et bon, me voilà fin prête. J'avais des textes aussi, parce que j'ai toujours écrit, moi, là, plus que chanter, j'ai écrit des textes et des chants, et me voilà monter un petit répertoire autour de ces chants. Alors, et elle était dans la salle, je finis juste cette petite anecdote, elle était dans la salle la soir de la première au théâtre du 8e, je revois mon père avec sa canadienne et son petit béret, ma mère avec son petit fichu au 2e rang, qui voit sa fille chanter ses chants
qu'on chantait à la maison, à la cuisine, comme ça, quoi, dans le salon. Et à la fin, elle est venue me voir dans la loge et elle m'a dit, tu sais, je les ai pas reconnus, mes chants. Je pensais pas que ça pouvait être aussi beau. Et c'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Parce que toute la salle du théâtre du 8e était debout à applaudir ces chants qu'on chantait dans notre cuisine. Et elle me dit, je les ai pas reconnus. C'est magnifique. Et pas un elle public dit, finalement un public qui me acquis connaissait pas. d'avance. Non, Voilà. non, je n'avais jamais chanté. Oui. Un public qui me connaissait pas. Et elle me dit, continue. Et maintenant, il va falloir que tu travailles, me dit-elle. Ah, sérieusement. Mais cette histoire de... Alors, il y a plusieurs idées dans ce que vous venez de raconter qui se bousculent. On va les prendre une par une. Il y a cette idée d'apprendre, hein, de cheminer malgré tout. Je possède une voix, je possède un art malgré tout, celui du théâtre, qui se transpose facilement sur une scène de la chanson. Mais vous avez tenu quand même à aller plus loin dans l'interprétation. Vous avez participé à un stage avec Jacques Bertin. Vous avez travaillé les textes avec... oui. Voilà. La gestion de la scène, avec Annick Noisati, la voix, avec Jacques Bertin, l'art de l'interprétation. Je le revois me disant toujours, chante moins fort, chante moins fort, chante moins fort, respire, respire. Voilà. Ça a été une belle école. Puis moi, j'étais fan de Bertin depuis mon adolescence, voire même un peu avant. Et quand se sont faites ces séquences de chants et de travail autour de l'interprétation et de la chanson, vraiment la chanson française, à la Sainte-Baume, je me suis inscrite en formation continue. Voilà, 3 années de suite. Et j'ai adoré et j'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a appris en priorité ? La sobriété. Sobriété. Jacques Bertin m'a appris la sobriété. Et ça, c'est un beau cadeau. Parce que moi, je suis du Sud, alors on en fait peut-être toujours un peu trop, quoi. Et on chante trop fort, et on chante... voilà, j'y allais à plein poumon, à pleine voix, à gorge déployée. Et il me disait, non, t'en as sous le coude, on le sait, ne le montre pas. Tu le montreras quand il faut, mais pas tout le temps, quoi. Et il m'a appris à retenir. Il m'a appris cette sobriété. Dans son idée, c'est la voix au service du texte, oui, à nouveau. Oui, Si le texte est bon, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Oui, le texte est devant, il me disait, la voix tu l'as, n'en rajoute pas. Les Canadiens, ils disent beurrer dur. Beurrer grave, pardon. Beurrer grave. Hein, donc tartiner énormément. Et je tartinais beaucoup, je crois. Mais j'étais jeunette, hein, j'avais 18 ans. Et donc, du coup, voilà, il m'a appris ça. Et puis, on est restés amis depuis. Et c'est un beau cadeau, c'est une belle école. Parce que moi, je n'avais pas appris. Hein, je ne savais pas faire. J'y allais avec... voilà, je rentrais sur scène et j'entrais comme en boxe, quoi, comme sur un ring. Et puis, il me disait, non, attends, voilà, contrôle, retiens, va doucement. Donne pas tout d'un coup, c'est pas... Voilà. Et ça a été... Ménage tes gants. Oui, et on a travaillé, je me souviens, une chanson qui nous avait... Sur Maintenant que la jeunesse, oui. Chanson, la musique de Leonardi et le texte d'Aragon. Et je ne voyais pas pourquoi il faisait reprendre, comme ça, je trouvais que ça allait très bien. Et il disait, non, tu peux encore mieux faire, reprends, encore. Il me cassait les pieds, mais finalement, il a bien fait. Dans l'histoire avec votre mère, il y avait aussi cette idée de transmission. Ça, c'est quelque chose qui vous travaille, puisque, on peut dire, vous êtes lyonnaise, vous vivez toujours à Lyon, je crois, quartier Saint-Georges. Non, j'habite au Cordelier. Au Cordelier, oui, pardon. Dans le centre, oui. Mais j'ai beaucoup chanté à Saint-Georges, c'est vrai. D'accord. Et à un moment donné, vous êtes parti dans les lycées, dans la banlieue lyonnaise, pour essayer de faire découvrir, à travers les chansons, ce que peut être la poésie et ce qu'elle peut susciter comme émotion. Et surprise de certains lycéens, mais c'est ça la poésie. Oui, madame, on ne pensait pas que c'était comme ça la poésie. Je chante Les Tuileries de Victor Hugo, la musique de Colette Mani, on en a fait un arrangement un peu blues. À la guitare, j'allais avec mon compagnon qui était guitariste et moi je suis guitariste aussi, enfin petite guitariste, mais je m'accompagne. Voilà. Et donc on chante ça, on chante Le Feu, Hélène Martin, on chante des choses comme ça. On chante aussi Que sont mes amis devenus, pauvre Henri de Boeuf. On chante tout ça. Et les jeunes de lycée professionnel, mécanique auto, BEP, comptabilité, secrétariat, enfin des jeunes pas branchés qui étaient rail, rap, R&B, etc. Ils vous voyaient venir de loin. Hein. Alors ils disaient, bon, on a 1 heure de cours à tirer, alors on va venir, il y a une chanteuse qui vient nous faire un exposé sur la poésie et la chanson. Alors ils arrivent avec des têtes, voilà, et puis ils repartent de là et on leur a passé ce goût de la parole et des mots
et de la poésie. Mais ça, c'est... Ah ouais, c'est Victor Hugo qui a écrit ça? Ah bon? Oh bah dis donc, c'est génial. Et il y en a un qui me dit, il se lève à la fin, je finis l'heure d'exposé, ils partaient plus les jeunes, et il me dit, oh madame, c'est trop bien, c'est trop de la balle ce que tu fais là. Mais alors, c'est du Baudelaire. Il me dit. Marrant, pour lui, c'était du Baudelaire. Et il me dit, c'est aussi bien que du Baudelaire. C'est du Baudelaire ce que tu nous fais. Et ça me fait penser à ce que Ferré disait quand un chauffeur routier lui disait, quand il avait chanté Rue de Boeuf, tu nous rechantes le pauvre bœuf, Léo. Tu nous rechantes le pauvre bœuf. Il se rappelait de Rue de Boeuf, il avait appelé ça le pauvre bœuf. Et ça l'avait touché, cette poésie-là, quoi. Et une appropriation, là. Voilà. Et quand il me dit, c'est du Baudelaire, ce que tu dis là, madame, c'est du Baudelaire. Et ces petits jeunes de lycée professionnel, je chantais à Charlie Chaplin à Vaux-en-Velin, ils étaient tous là, au premier rang. Un spectacle pour lequel jamais ils auraient acheté une place. Vraiment. Et ils sont tous venus. Et ben voilà, si on peut en convaincre un ou deux, ouvrir un petit peu une porte, quoi. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Moi, je suis redevable à mes professeurs de français, à mes profs de philo. J'étais élève à Récamier. Mon Dieu, cette bouffée d'oxygène, des comédiens, des chanteurs, des acteurs qui venaient au lycée nous parler de ça. Et je me disais, c'est ça. Je suis faite pour ça. C'est là où je veux aller. Ils m'ont vraiment ouvert la voie, ces gens. Et si j'étais jamais venue dans mon lycée, j'aurais peut-être pas eu ce choc que j'ai rencontré quand j'avais 14, 15, 16 ans. Et je leur suis reconnaissante de la fenêtre qu'ils ont ouverte en moi. Et si je peux faire pareil, moi, aujourd'hui, dans les banlieues avec les lycéens, eh ben, bien sûr que j'y vais avec bonheur. Alors, on évoquait Jacques Bertin. Vous savez sans doute que Jacques Bertin a un projet qu'il traîne depuis des années, le Conservatoire national du patrimoine de la chanson, qui risque de se faire dans l'Est, dans le Nord-Est. Il a trouvé des gens qui partagent et qui proposeraient même un lieu. Et dans le texte qu'il a essayé d'écrire pour expliquer ce qu'il entendait par le répertoire, il dit souvent, quand on évoque le répertoire, c'est Piaf, quelques Trenet, quelques Gainsbourg, Vian, Brel, Brassens, Ferré, voilà. Bon. Mais les radios n'en donnent que d'une façon parcimonieuse, ces chansons-là, et ce n'est pas ce que lui, il entend par patrimoine. Pour nous, dit-il, le patrimoine français de chansons de qualité est riche de milliers de chefs-d'œuvre, mais qui y a accès? Quelle radio le diffuse? Quelle télévision? Quelle salle? Voilà, alors c'est la question. Des salles comme ici, à Viricelle, essayent de rester dans ce courant, tant bien que mal. S'il y a eu une séance où on demandait aux artistes en septembre de soutenir l'action, c'est pas le seul endroit. C'est preuve qu'il semblerait qu'il manque encore, pour être bien, qu'il manque un réseau qui est là, mais qui n'est pas là. Les petites salles existent, mais elles ne se connaissent pas, elles s'ignorent. Oui, puis elles ont du mal à continuer à vivre. Elles ont du mal quand même. L'actualité nous parle de Paris. En ce moment, il se construit une salle magnifique, c'est pour la musique symphonique, mais il y a déjà des échos qui disent « Mais attendez, vous avez vu le budget, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en province, avec ça ?» Alors que tout est pour Nouveau Paris et dans le grandiose. Donc, il y a des questions, là. L'argent est mal réparti, vous le savez, Dominique. Eh oui. Ouais. Moi, j'étais, il n'y a pas très longtemps, dans l'Ariège, à Daloux, pour soutenir le beau festival de l'ami Claude Fèvre, qui a son petit festival Festivart, qui s'est vu couper les vivres. Elle avait cru redémarrer l'année dernière, elle n'a pas pu. Donc, on est allé, pareil, on fait 1200 km pour donner un coup de main. À ces gens qui ont la foi du charbonnier, qui se battent pour faire exister des festivals, des petites salles, des petits lieux comme ça. On a besoin d'eux, nous, pour donner notre chant. Et eux, ils ont besoin des artistes pour que leur festival existe. Alors, quoi de plus naturel? Mais il y a besoin du public. Il y a besoin du public. Mais quoi de plus naturel que d'aller soutenir? Alors, quand on fait, comme on a fait là avec Serge à la rentrée, une séquence où on dit « Venez soutenir », les gens viennent, découvrent des chanteurs, des artistes, ça remet un peu de sous dans les caisses. Nous, on le fait gracieusement, et c'est bien normal aussi que d'aider ces festivals qui nous permettent de travailler. Mais je crois que Léo avait raison quand il disait la musique partout, la musique dans la rue, la musique dans les lycées, la musique dans les maisons. Il n'y a jamais eu tant de concerts chez l'habitant qui se développent. Moi, dans mon jeune temps, ça se faisait pas. Chant à part. Voilà.
Et maintenant, voilà, on chante partout. Moi, j'ai coutume de dire que je suis une chanteuse de fond. J'ai chanté dans les conditions les plus irracontables possibles, dans des lieux improbables, dans des conditions, mais voilà. Mais Est-ce qu'il est possible de citer un de ces lieux improbables, des lieux surprenants? Moi, j'ai chanté dans une grange, pas entre le bœuf et l'âne, mais il y avait des vaches, des meules de foin, et puis la grange était aménagée. Alors, il y avait les vaches d'un côté et les meules de foin, une espèce de paravent, et nous, on chantait derrière. Et c'était comble, et c'était en Haute-Loire, et c'était fabuleux. C'était pour le printemps des Hautes-Terres. Les gens ils sortent de l'hiver et ils se rassemblent à la sortie de l'hiver. Entre tous les petits villages alentours se rassemblent. Ils font une grande fiesta et on m'a fait venir chanter là. Il y avait un micro de fortune, un éclairage, pas à la bougie, mais presque. Et c'était une soirée fabuleuse dont je garde un souvenir mémorable. Et les gens, après, m'ont fait revenir dans des conditions plus décentes. Des fois, il faut aussi en passer par des conditions particulière, j'ai envie de dire, pour après arriver à toucher le cœur des gens et à revenir dans des conditions plus décentes. Parce que c'est vrai que c'est pas normal. C'est pas normal de payer pour aller travailler. C'est pas normal de travailler sans être payé. Et c'est pas normal de travailler dans le froid, dans des conditions que le code du travail n'accepterait pas. Hein, mais très souvent, on vous fait venir, oui, ben c'est toi qui payes ton train, tu payes ta chambre d'hôtel, tu payes tout ceci, cela. Puis la recette, ben c'est au pourcentage de la recette, donc on ne sait pas combien tu vas gagner. Voilà, et moi j'ai 4 musiciens qu'il faut que je paye, et que je paye toujours, parce que je ne peux pas concevoir d'avoir à mes côtés des gens que j'exploiterais, ou qui ne seraient pas payés. Ils sont tous les 3 pères de 3 enfants, en bas âge. Ce n'est pas parce que c'est de la chanson, c'est pas parce que parce que c'est de la musique. Ce truc-là, extraordinaire, vous faites quoi dans la vie? Ben, je chante. Oui, mais à part ça, votre vrai métier, c'est quoi? Ben, je chante, j'écris, je suis artiste. Mais c'est pas un métier, ça. Et vous en vivez? Voilà. Non, c'est étonnant. Et c'est un des rares métiers où on vous dit, tu peux pas venir gratuitement. Mais je sais pas, moi, quand je fais venir mon plombier à la maison, je lui dis pas de me changer mes joints gratuitement. Je le paye quand il part. Ce qui n'empêchera pas l'artisan, de temps en temps, de mettre un joint supplémentaire. D'accord. Gracieusement. Mais quand je fais venir un artisan, je sous-entends que je vais le payer. Ouais. C'est évident. On fait venir un artiste, non, il peut venir gratuitement, lui. Mais c'est étonnant comme logique, je trouve. Est-ce que les médias ne s'y intéressent pas à tout ce circuit, à toutes ces petites salles, à ces étables où l'on va chanter? C'est pas porteur, ça ne fait pas du chiffre. Oui, ça fait pas du chiffre, oui. On peut évoquer, dans les médias, qui soutient un peu la chanson dite d'expression, on va même pas dire française parce que parfois ça fait peur, francophone. On trouve des sites comme celui de Michel Quimper, Nos Enchanteurs, comme celui de Gérard Gorce, Chanson Rebelle, ouais. Ou encore Fred Hidalgo, Si ça vous chante. Oui, bien sûr. Heureusement qu'ils existent, ces 3 déjà. Oui. Ouais, fondamentaux, je les connais tous les 3 et je les apprécie. Ils font un travail remarquable, vraiment, de défense de la chanson française, de la langue, de la poésie, de tous ces artistes. Il y a un foisonnement. La chanson française ne se meurt pas, c'est pas vrai. Il y a des auteurs fabuleux. Je pense à Jean-Michel Piton, je pense à Véronique Pestel, je pense à Michel Bernard. Il y a des auteurs magnifiques. On est toujours à dire Brel, Brassens, Ferré. Bien sûr, c'est des monuments. Barbara aussi, c'est des monuments. Mais regardons plus près, chez les vivants. Il y a des gens extraordinaires qui ont une plume fabuleuse. Voilà, mais on est cantonné dans la marge parce que c'est finalement une espèce de réseau parallèle. Les producteurs se rendent bien compte que c'est pas très bankable de financer cette chanson-là. Il vaut mieux financer des grosses productions qu'un petit chanteur qui a des choses à dire, quoi. Mais il n'empêche que ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir qu'on continue à exister, qu'on est toujours debout, qu'on est toujours là, qu'on a toujours des choses à dire, et avec talent, et avec bonheur, et qu'on lâche pas, et qu'on est prêt à chanter partout pour défendre ce qui nous tient debout. Et cette parole-là, cette poésie-là, elle ne mourra jamais. C'est un travail de résistance. Moi, je me sens contrebandière quand je porte mon chant. Alors, résistance pour la chanson francophone, résistance aussi pour certaines idées. Bien sûr. On ne chante pas n'importe quoi. Derrière votre travail et votre plaisir de chanter dans les spectacles vivants, on sent bien qu'il y a un enjeu, je ne vais pas dire éthique ni moral, mais philosophique. Enfin, il y a un engagement.
Oui, il y a une éthique. Citoyenne, une éthique de la peut-être. chanson. Oui. Il y a une ligne, de conduite, une certaine droiture. Il y a des choses Des que je ne pourrais pas convictions. chanter. Il y a des convictions, des choses que j'ai envie de défendre, des auteurs que j'ai envie de défendre, J'ai la chance d'avoir cette voix. Elle m'a été donnée. Hein. Voilà, j'ai jamais rien fait pour. Je l'ai jamais travaillé ma voix. Alors si par ma voix je peux rendre la parole de l'autre un tout petit peu vivante et la porter à vos oreilles, c'est cadeau. Vous continuez à être comédienne? Je continue au théâtre. Parce que là aussi, je me suis amusé à dresser la liste un petit peu des pièces dans lesquelles vous avez participé. On sent bien que, bon, bien sûr, on va vous chercher, peut-être, mais on a l'impression que ce n'est pas innocent, ça aussi. Hein. Bon, premier spectacle, si j'ai bien compris, au Festival d'Avignon, Histoire de chanter. Avec Michel Bernard et Michel Grange. Bon, oui. On est à la frontière des deux. Les Rosenberg ne doivent pas mourir. Oui, un texte d'Alain Decaux. Oui, oui. Fabuleuse pièce. Hein. Ah oui. On a eu un prix d'interprétation avec cette pièce. Fabuleuse. Je jouais le rôle d'Ethel. Alain Decaux. Oui, je l'ai rencontré. Oui. Il a été très touché par la mise en scène, par le jeu des comédiens. Et vraiment, il m'a fait de très très beaux compliments. Ça a été une belle rencontre, Alain Decaux. Qu'est-ce que vous retenez de cette personne? Parce que là aussi, c'est quelqu'un qui n'était pas destiné forcément à être historien, oui. Et il s'est fait sa route. Oui, oui. J'ai envie de dire, j'ai rencontré un homme droit, un homme intègre, un homme avec une intelligence lumineuse, une parole fluide et passionnante. On ne se lasse pas à l'entendre. Il y a le conteur là aussi, oui, on se souvient d'émissions. On sent cette intelligence là quand il parle, on est pris par son propos tout de suite. Il a des qualités de conteur, c'est fabuleux quoi. C'était une belle rencontre, Alain Decaux. Oui. Il y a des textes d'André Chédid aussi, l'autre. Oui, alors André et la grand-mère de Haine. Voilà. Oui. Là aussi, vous l'avez rencontrée? Oui, je l'ai rencontrée et elle a été... Parce que dans ce spectacle, l'autre d'André Chédid, je chantais aussi des chants, alors comme ça se passe en Afrique du Nord, et puis je chantais des chants berbères et des chants kabyles. Donc elle ne pouvait qu'être sensible, alors, puisqu'elle a été bouleversée racines, par ma voix, ouais. Bouleversée en me disant, mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible qu'une voix pareille, ça reste... Bon. Voilà. Mais moi, je suis pas carriériste, donc je prends le compliment, il me touche. Et puis voilà, j'ai pas l'élan longue. C'est bien, oui, j'ai cette voix, donc. Ce qui m'a surpris, il y a Chapeau de paille d'Italie. Oui, avec Weber. Oui, c'était. On m'a fait faire de la comédie. C'est parce qu'il y avait Weber. Oui, c'est parce qu'il y avait Weber, Françoise Petit. Et puis j'ai été surpris du Claudel. Oui, et du Peggy. Alors, du Claudel, du Peggy. Alors, j'ai une voix qui touche beaucoup les gens. D'abord, j'ai beaucoup chanté dans les églises. Parce que j'ai une voix qui s'y prête. Et je crois que ma voix, elle touche très très profondément le cœur et l'âme des gens. Et Michel Béatrix, qui était le metteur en scène de Peggy et des Claudel, moi je l'ai connu quand j'étais au Conservatoire d'art dramatique, j'étais toute jeunette, hein. Et depuis toujours, il m'avait dit je te prendrai dans mes pièces de théâtre parce que je veux ta voix parler et je veux ta voix chanter. Et quand il a monté les Claudel, il voulait mettre des chants yiddish et il m'a dit écoute, bon, c'est vrai qu'il y a une connotation un peu catho, mais moi, ça me va très bien. J'ai chanté pour des gens yiddish, j'ai chanté pour la Grande Mosquée de Lyon, j'ai chanté au Carmel de la Paix à Mazille. Le chant, il n'y a pas de religion pour le chant, et il n'y a pas de politique dans le chant. Pour moi, non. Ces querelles idéologiques de chapelle, de chapelle, c'est le cas de le dire, m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. Le chant doit être au service de tout ce qui me semble défendable. Pas de n'importe quoi, mais de tout ce qui me semble défendable. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai un public dans le réseau un petit peu des chrétiens de France qui est de plus en plus développé. Là, je finis une pièce de théâtre sur la vie d'Edith Stein. J'étais encore en scène mercredi au Théâtre des Maristes. Qui est promotionnée par RCF, la radio des chrétiens de France. Oui. Et où là, c'est pareil. Edith Stein était une philosophe d'origine juive qui s'est convertie après au catholicisme et qui est rentrée au Carmel. Et je jouais la mère d'Edith, je jouais le crieur de ville et je chantais des chants yiddish dans cette pièce. Et c'est toujours avec bonheur que je prête ma voix quand le propos est intelligent, quand le propos n'est pas sectaire
Et quand je travaille avec une équipe de gens avec qui je sens que ça peut être faisable. Voilà. Donc, c'est ce qui guide mon choix, d'abord. Hamlet. Oui. Pilate de Jean-Yves Pic, en Avignon. Oui. Et puis on l'a donné à la crypte Saint-Joseph des Brotteaux longtemps, oui. Vous êtes allé 2 fois en Avignon ou davantage? Deux fois en Avignon. Alors là, c'était de l'endurance aussi. Oui, c'était horrible. Un travail de fond. J'ai pas aimé du tout. Sur Histoire de chanter, avec Michel Bernard et Michel Grange, on a pris le chapiteau sur la tête à cause du Mistral. Ça fait partie des lieux improbables aussi où on a chanté, vous voyez. Et on a fini dans une grange, là aussi, ou dans une cantine de comité d'entreprise. Et on a fini surtout sur le billard à se faire opérer tous des cordes vocales parce qu'on chantait pas, on braillait, quoi. Il y avait du vent, c'était des conditions épiques. Faire chanter des gens dans des conditions comme ça, c'est pas normal, quoi. On chantait à midi, on chantait le soir, on tractait dans la rue à midi, on faisait les comités d'entreprise, les gares, les buffets, les machins. Enfin, bon, c'était trop, quoi, trop. Et on ne voit personne. Ouais. Il y a des comédiens qui partent là-bas avec l'espoir de dire on va pouvoir regarder un petit peu ce que font les autres. Nous, on a bien vendu notre spectacle et il était beau ce spectacle et on a tourné 1 an derrière après Avignon. Donc c'était vraiment une belle production, mais on a failli laisser nos cordes vocales. Et Michel Grange et Michel Bernard et moi, quoi. Parce que les conditions étaient pas correctes, quoi. On travaillait trop, on chantait tous les soirs, on avait des matinées et on tractait le matin et à midi en chantant dans la rue. Donc c'est bon, quoi. Ouais. Là, on a beau être endurant, semaine, voilà, mais... on a fait ça 1 mois plein. Ouais. Voilà, donc je l'ai fait, j'avais 20 ans. Je ne sais pas si je referais ce même périple aujourd'hui. Je serais plus prudente. À votre sujet, on parle aussi bien théâtre que chanson. Il y a des adjectifs magnifiques, il y a le mot émotion, émerveillement, technique vocale, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, conviction de l'interprétation, magique, pureté de diamant. C'est gentil, oui. Alors, je sais pas face à tous ces mots, l'amour-propre est satisfait. Oui, mais enfin, bon, la flatterie, vous savez, et puis on vit un peu au dépens de celui qui vous flatte, alors non, j'aime pas trop. C'est bien connu, oui. C'est bien connu. Mais est-ce qu'il y aurait un projet que vous avez en tête, que vous aimeriez un jour pouvoir monter, réaliser ou attendre que quelqu'un vous le demande? J'aimerais retravailler l'opéra de Katsu de Brecht. Ça, oui. J'aimerais beaucoup retravailler l'opéra de Katsu de Brecht. Retravailler parce que vous l'avez travaillé. Quand j'étais jeune, mais j'étais pas prête. J'étais pas prête, la mise en scène n'était pas au point, c'était pas top, quoi. Et maintenant, avec quelques années de plus, sachant comment il faudrait l'interpréter, j'aimerais le refaire. J'aimerais monter un récital sur Barbara. On me le demande souvent, on me le demande beaucoup. J'aimerais reprendre de façon sérieuse mon récital d'auteur, compositeur, interprète, parce que j'écris et je compose moi-même. Et puis j'ai levé le pied quand mon mari est mort. Je travaillais ce répertoire avec lui. Il était à la guitare à mes côtés. Et après, j'ai pas pu le faire. J'ai plus pu parce que je le vois sur scène, je l'entends. C'était trop compliqué. Donc j'ai levé le pied, puis je suis allée vers Ferré, vers d'autres. Là, vers le spectacle Chant mêlé que je fais avec mon amie Isabelle Bonadier et avec Sébastien Jodon, qui est un spectacle autour de la poésie et de la chanson. Et maintenant, je me sens prête à reprendre mon répertoire d'auteur, compositeur, interprète, parce que le monde de la chanson, il est aussi terrible. Ah oui, mais vous êtes une interprète, vous n'êtes qu'une interprète. Une excellente interprète, mais vous n'êtes qu'une interprète. Alors, non, mais j'écris, je compose aussi. Regardez, j'ai des disques... voilà. Mon temps n'était qu'interprète. Oui, mais c'est Francesca Solleville aussi, puis ils sont magistraux. Il n'y a pas Cora Vauquer également, elle était fabuleuse. Donc, mais voilà, il y a plein de festivals qui me disent « Ah non, mais nous, on ne vous prend pas parce que vous n'êtes que interprète. » Barjac, par exemple. Je demande d'aller à Barjac. « Ah non, on prend que des auteurs, compositeurs, interprètes. » Ça tombe bien, j'en suis. D'accord. Il y a plein de festivals comme ça, on me dit... Paroles et chansons aussi à Saint-Étienne, Javel. Non, mais on prend que des auteurs, compositeurs, interprètes. Oui, mais j'en suis. Si vous aimez ma voix dans ce que j'interprète pour d'autres, vous aimerez ce que je fais aussi pour moi. J'ai ça aussi dans ma valise. J'ai ça dans ma valise. Mais finalement, quand vous êtes trop multiple, quand vous faites trop de choses, on ne peut pas vous mettre dans une case et vous n'êtes pas crédible. Parce qu'on est interprète, parce qu'on est comédien, parce qu'on est aussi auteur, parce qu'on est compositeur, parce qu'on est tout ça. Vous rentrez dans trop de catégories, donc dans aucune. Et du coup, ça vous ferme beaucoup de portes. Et je suis
très blessée de ne pas arriver à franchir. J'aimerais beaucoup, parce que je sais que j'y ai ma place comme d'autres, et j'ai tas de copains qui font ces festivals-là et qui me disent « Mais pourquoi tu viens pas, toi ?» Je dis « Mais on veut pas de moi, parce qu'on me dit que je suis qu'une interprète. Et on veut pas me laisser donner mon répertoire à moi, quoi. » Donc c'est jugé de façon un peu à l'emporte-pièce, c'est bête. C'est pas une blessure, mais vous êtes froissé quand même. Ça m'agace, parce que c'est ce sectarisme-là. Il y a d'un côté les interprètes, d'un côté les auteurs, compositeurs. Mais c'est idiot. C'est idiot. Et quand on est tout ça, alors, on a la place nulle part. Ça va pas, ça. Dans le Robert Sabatier, qui écrit une gigantesque histoire de la poésie française, j'ai cherché cet après-midi là, ce qu'il pouvait dire de Léo Ferré. Donc c'est un chapitre chanson. Et au départ, il pose comme postulat que la chanson, c'est bien sûr un texte, parole, musique, mais tout de suite, il met interprétation. Donc la voix est bien là. Bien sûr. Alors que ce n'est pas un spécialiste de la chanson, voix, puis la façon mais de il met porter l'interprétation. Porter le chant, porter les mots, la présence sur scène, tout ça, tout ce qui fait que c'est charnel. Le mot est charnel, la musique est charnelle. Et donc il faut pouvoir le rendre, ça. Est-ce que je vais pouvoir vous demander, et à votre voix, de lire un tout petit texte, un petit paragraphe de Léo Ferré, en introduction à son livre « Poète vos papiers ». Avec plaisir. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archet qui le touche. Il faut que l'œil écoute le chant de l'imprimerie. Il faut qu'il en soit de la poésie lue comme de la lecture des sous-titres sur une bande filmée. Les vers écrits ne doivent pas être que la version originale d'une photographie, d'un tableau, d'une sculpture. Dès que le vers est libre, l'œil est égaré. Il ne lit plus qu'à plat. Le relief est absent, comme est absente la musique. Tout est dit. Natacha Bezrige, merci. Merci Dominique. Et merci bon beaucoup. spectacle, comme on dit, merde. À bientôt. Merci.